au conseil d'administration pour ne pas réveiller la conscience. Ça, c'est la stratégie, ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces Français ont le droit de veto. Mais c'est qui est normal. Ça dit, il ne faut pas être surpris. La chose vous appartient. Si vous gérez votre chose, c'est tout à fait normal que vous ayez le droit de veto. Et comment ça se fait? Ça se manifeste. Ce droit de veto, on n'écrit pas le mot veto, mais regardez ensemble. Dans les Comores, on vous dit que le conseil d'administration délibère valablement lorsque au moins 6 de ses membres sont présents ou représentés. Or, je vous ai dit, il y a 4 Comoriens et 4 Français. Vous avez compris? Donc, si les 4 Comoriens sont d'accord pour l'ordre du jour et que les Français ne sont pas d'accord pour l'ordre du jour, il leur suffit simplement de faire la politique de la chaîne vide et puis le système est bloqué. Et même quand bien les Français sont présents, regardez la suite, que pour que les décisions soient valables, il faut que ça soit pris, elles soient prises au minimum par 5 administrateurs. C'est ça qui est là. Voilà. Décemment présenté, on dit les délibérations doivent être adoptées par 5 au moins des membres présents ou représentés. C'est exactement le principe de l'unanimité aussi qui joue dans le conseil de la BA, où on dit délibère valablement lorsque au moins un administrateur par État membre et un administrateur français sont présents ou représentés. Je rappelle que nous sommes, juste après de contrer quelles que soient vos opinions, dans un pays des droits de l'homme où, quand vous faites de la calomnie, la diffamation, on vous traduit en justice. Ça, c'est écrit. Donc je ne peux pas nier. Et c'est publié en France. C'est vendu à la FNAC. Ça veut dire qu'on peut prendre ça et puis me traduire carrément en justice parce que je suis en train de dire des mauvaises choses sur l'État français. Ce n'est pas vrai. Ce sont les textes officiels que je vous récite là. Ensuite, le droit de veto aussi est réclamé avec force au niveau de la BCEAO, où on vous dit que, au niveau de la BCEAO, que pour changer ses propres statuts, hériter de la colonisation, il faut le principe de l'unanimité. Or, je vous ai dit, il y a 16 administrateurs africains et 2 Français. Même si on avait mis 1/8 des Français. Tant que ce 1/8 des Français n'est pas d'accord, le principe de l'unanimité n'est pas acquis. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ça ce sont des techniques. Parce que souvent, on sait que le citoyen moyen lambda ici, en dehors de la télévision, il ne s'informe pas. Donc tout ce qu'on va vous dire à la télévision, ça marche. Mais ce qu'on fait, c'est autre chose. Voilà la présentation. Vous avez vu les 2 Français. Beaucoup d'un conseil d'administration. Ensuite, donc le droit de veto. Et le droit de veto, ici, c'est ce que je vous ai dit. On vous dit la BCEAO doit recueillir à l'unité. Je vous ai déjà dit ça. Ensuite, on va continuer. Ensuite, au niveau de la Banque centrale, le pouvoir de la Banque centrale du conseil d'administration. Alors, il faut savoir maintenant à quoi sert la Banque centrale. Alors, je crois que comme le milieu est assez hétérogène, il faut le rappeler rapidement. La Banque centrale, dans tous les pays du monde, est toujours et toujours un établissement, comme on l'a vu tout de suite sur le schéma, qui coiffe toutes les banques commerciales où les citoyens lambda à ses comptes. Donc si l'État veut par exemple favoriser l'injection de la monnaie en circulation, des instructions sont données à la Banque centrale qui va baisser son taux d'intérêt directeur auquel le banquier commercial va aller prendre et puis facturer au client, au dernier client. Donc comme tout bien, un bien comme par exemple le livre, si on vous dit au départ le livre vaut 50 €, vous allez dire je n'achète pas. Si on vous dit c'est 2 €, forcément vous serez amené à l'acheter parce qu'il coûte moins cher. C'est exactement ça l'argent. Le banquier vend l'argent. Si le prix de l'argent qu'on appelle, ou bien le loyer de l'argent qu'on appelle le taux d'intérêt, quand il est faible, les gens vont s'endetter. On est d'accord? Mais c'est exactement ça. Donc ici, la Banque centrale est chapeautée. Donc, le conseil d'administration qui gère la Banque centrale des Africains est chapeauté par la France. Et c'est elle qui contrôle. Donc, ici, comme on le voit ici, la Banque centrale a le pouvoir de consentir au trésor public de l'Union et à son taux d'escompte des découvertes en compte courant. Le conseil d'administration détermine, selon la périodicité, etc., le montant global des concours susceptibles d'être accordés par
la Banque centrale au financement de l'activité économique et du développement de chacun des États membres. En d'autres termes, qui définit le niveau de développement, l'activité économique dans ces pays-là, c'est la France. Puisque c'est elle, au conseil d'administration, qui va dire, bon, on met tel montant. Sinon, ça ne passe pas. Et ceux qui sont là, ce sont les salariés. On ne vient pas dans une entreprise pour venir renvoyer le patron, sinon c'est vous-même qu'on met dehors. Donc ce sont des salariés. Et c'est comme ça, malheureusement, ça fonctionne. Ensuite, bon, au niveau des comités nationaux de crédit, une fois on a fini de décider le montant à injecter dans l'économie, eh bien, chaque État membre se retrouve avec ce qu'on appelle le comité national de crédit, et dedans il y a les ministres de l'économie et des finances en particulier. Mais à l'intérieur de chaque comité, il y a aussi des personnes qu'on appelle les censeurs, qui ont le pouvoir de faire des rapports pour que si le ministre en question arrive à outrepasser, admettons, on va injecter 10 milliards dans l'économie de son pays. Si lui prend une autre décision, eh bien, le censeur français qui est là, il fait un rapport, et non seulement on annule la décision, mais lui-même on le met dehors, et ainsi de suite. Moi je trouve que c'est totalement normal. Seulement ce qu'il faut comprendre, je ne sais pas si le temps nous permet, mais ce franc CFA est d'essence, d'inspiration nazie. Il y a beaucoup parmi vous qui ne savent pas. Quand on dit le nazisme, on voit le sang versé par les Allemands, etc. Mais il y a un autre aspect violent, c'est que les nazis, quand ils viennent occuper un pays, ils font ce qu'on appelle le nazisme monétaire qui se manifeste par trois manières. Première manière, ils rentrent dans la banque centrale et c'est eux qui vont aller, par exemple, dévaluer la monnaie locale qu'ils ont trouvée. Ça, c'est pour se donner un grand pouvoir d'achat. Deuxième facteur, ils enlèvent la monnaie locale et ils mettent une fausse monnaie, la monnaie coloniale. Et enfin, troisième facteur, c'est ce qu'on appelle le clearing, c'est-à-dire les comptes d'opération aujourd'hui dont je vais vous parler. Donc, pour que vous puissiez bien voir votre histoire, voilà donc Hitler et ses amis. Ensuite, Hermann Göring, le père Heinrich Ernest Göring, qui est le père biologique de Hermann Göring, qui va faire le travail que nous connaissons. Alors, ce Hermann Göring, comme vous le voyez, avec l'aide d'intermédiaires comme Brunner, etc., il épille les trésors artistiques des territoires occupés de l'Europe occidentale. Il est aussi, au moins jusqu'à 42-43, un des organisateurs essentiels du pillage économique des pays occupés et du transfert forcé des travailleurs civils dans leur âge. Le grutier Christ, négrier de l'Europe, lui est normalement subordonné à partir de 42. C'est celui-là qui va donc mettre en France et partout ce qu'on appelle le nazisme monétaire. De telle sorte que, à la libération, De Gaulle, inspiré par ça, il applique ça aux Africains que nous sommes. Donc, ici, comme vous le voyez ici, avec Emen, l'ambassadeur plénipotentiaire, qui a pu obtenir ici, en France, un accord, il est dit que l'amiral Darlan avait approuvé l'établissement des commissaires allemands nazis à la Banque de France, aux devises et au commerce extérieur et l'institution d'un contrôle douanier aux frontières. C'est-à-dire partout, c'était les Allemands. Partout. Et ça, on verra ça plus tard. Ici, comme je dis, il y a trois phases. Première phase, c'est la modification unilatérale en faveur de l'Allemagne du taux d'échange entre le mark et le franc français. Deuxième facteur, c'est l'invention de la monnaie coloniale et troisièmement, le clearing que j'appelle les comptes d'opération. Alors, regardez ce que dit le français René Sédio. Lorsqu'on a dévalué, lorsque les Allemands ont occupé la France pour faire le nazisme monétaire dans sa première phase, ils ont dévalué le franc français. C'est-à-dire, avant ça, un Deutschmark était égal à 10 francs français. Et après, quand ils ont occupé, ils ont dit tout de suite égal, un Deutschmark égal 20 francs français. Du coup, ça permet donc aux Allemands d'avoir un grand pouvoir d'achat. Exemple, si un bien coûtait 10 francs français et que un 10 francs égale un Deutschmark, il donnait un Deutschmark. Maintenant, avec la dévaluation, le même Deutschmark qui va coûter 20 francs va lui donner deux unités de ce même bien. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est ça.
Et c'est ce que René Sédio décrit. Et je crois que, si vous me le permettez, je vais vous lire ce qu'il dit, et à partir de là, vous allez comprendre ce dont souffrent les Africains. Il dit, avec les siècles, les formes de pillage sont devenues plus savantes. Les anciens Germains dévastaient en toute simplicité les pays qu'ils avaient conquis. Leurs descendants, en 1940, ont recouru à une méthode de rapine plus subtile et plus fructueuse. Ils ont mis le marque à 20 francs. Déjà, dans les territoires qu'ils avaient occupés en Europe, les Allemands victorieux avaient assigné au Reichsmark une valeur et un pouvoir d'achat fort avantageux. Ils avaient fixé son équivalence à 1,5 shilling en Autriche, à 10 couronnes en Bohème, à 2 zloty en Pologne. Partout, ces taux correspondaient à une appréciation exagérément flatteuse de la monnaie allemande. En France, le premier soin des autorités d'occupation, c'est-à-dire des Allemands, fut d'arrêter un rapport monétaire pareillement rémunérateur. Elles y pourvurent dès 1740, alors que l'armée allemande n'était encore qu'à Maubeuge et à Sedan. Comparé donc les prix en Allemagne et en France, il est situé le marque aux alentours de 10 francs en juin 1940. La parité de 20 francs, choisie et imposée par les vainqueurs, ici ce sont les Allemands, n'était donc que l'expression d'une politique délibérément punitive à l'encontre de la France défaite et au seul bénéfice de l'Allemagne. En s'octroyant un pouvoir d'achat exorbitant en pays conquis, les envahisseurs s'assuraient une facile exploitation de toutes les richesses locales. Ingénument, certains Français admiraient la correction de ces soldats qui ne volaient rien, et des boutiquiers se réjouissent de trouver en eux des clients qui payaient sans marchander. Ils tardèrent à comprendre qu'à l'abri d'une ingénieuse stratégie monétaire, les occupants pouvaient les dévaliser indéfiniment et transférer à bon compte de la France en Allemagne d'immenses réserves de valeurs réelles. On appelle ici les valeurs réelles, ce sont les biens. C'est ça. Grâce à ce pouvoir monétaire, eh bien, au lieu d'acheter un article, vous pouvez facilement acheter 10. Parce que votre monnaie locale a été dévaluée. Le marque à 20 francs, qui doublait pour le moins le pouvoir d'achat des Allemands, assurait l'enrichissement automatique du Reich, c'est-à-dire des Allemands, et l'appauvrissement automatique de la France. Il est créé sur place une prime à l'exportation sans contrepartie. Il est résolvait ce fameux problème des transferts. Il est montré comment, au prix d'une habilité monétaire, comment une guerre victorieuse peut devenir une guerre payante. Ça, c'est la France, on décrit là. Déjà, vous pouvez imaginer ce qui se passe en Afrique. Par cette habilité, quand De Gaulle nous a imposé le franc CFA, qui actuellement a fait de ruiner les Africains, mais ils ne sont pas conscients. Ou du moins, on le sent, mais on ne sait pas comment expliquer. Donc, c'est une forte illustration, et nous disons ceci. Les anciens colons français dévastaient en toute simplicité les pays africains qu'ils avaient conquis. Leurs descendants actuels en 1945 ont recouru à une méthode de rapide plus subtile et plus fructueuse. Ils ont mis hier le franc français à 100 francs CFA, c'est-à-dire après la dévaluation, et aujourd'hui l'euro à 655,957 francs CFA. Et la parité à 100 francs CFA hier et 655 aujourd'hui, choisie et imposée par les vainqueurs français, n'était donc que l'expression d'une politique délibérément punitive à l'encontre des pays africains de la zone France défaite et au seul bénéfice de la France. En s'octroyant un pouvoir d'achat exorbitant en pays africains conquis, les envahisseurs français s'assuraient une facile exploitation de toutes les richesses locales africaines. Ingénument, certains Africains admiraient la correction de ces Français expatriés, appelés des coopérants, qui ne volaient rien, et des boutiquiers se réjouissent de trouver en eux des clients qui payaient sans marchander. Il y a un Africain au moins ici. On est le blanc, il ne marchande pas. Quand il vient dire, c'est comme il dit, il va dire, si vous dites 100 francs, il paye. Parce qu'il trouve que c'est un vil prix par rapport à ce que lui il a dans la poche. C'est ça. Alors, il est tardé à comprendre qu'à l'abri d'une ingénieuse stratégie monétaire,
les Français pouvaient les dévaliser indéfiniment et transférer à bon compte des pays africains de la zone franc CFA en France d'immenses réserves.